Retour donc en plateau ici et comme annoncé à l'entame, le premier invité s'est déjà installé. Il s'agit de Dr Dansa Kourma, il est le président du CNT, Conseil national de transition. Avec lui, le débat va essentiellement porter justement sur la vulgarisation de cet avant-projet de nouvelle constitution. Quels sont les différents enjeux? Quel est surtout le résultat attendu? C'est toutes ces questions qu'il va essayer tout à l'heure d'aborder avec bien entendu mes confrères Ndoye Cheikh Sadibou, Madame Diallo Mariam Kamara et Daouda Taban Silla. Chers auditeurs et téléspectateurs, vous êtes bien sur le réseau synchronisé de la synergie dédiée justement à la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Docteur Dansa Kourma, bonjour. Bonjour M. Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le reportage vient de récapituler toutes les différentes étapes du processus d'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Nous sommes au niveau de la vulgarisation de son contenu. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Parce qu'à la fin tout à l'heure, on a entendu la dame dire que les conseillers nationaux doivent aller à l'intérieur pour expliquer à nos différents compatriotes le contenu. Comment tout cela va se passer? Et je commence par m'acquitter d'une obligation, celle de rendre hommage à Dieu, le Tout-Puissant, le clément et le miséricordieux, et qui nous a permis d'amorcer à cette phase de notre mission. Et je le remercie. Et une pensée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et remerciements également et pensée au président de la République qui nous a confié cette mission particulière en insistant sur la nécessité d'écrire une constitution avec tout le peuple de Guinée. Une constitution qui va nous ressembler et qui nous rassemblera. Alors, vulgariser une constitution, M. Condé, c'est la garantie de son acceptation. C'est la garantie de son application. C'est la garantie de sa perpétuité. Une constitution est approuvée par référendum. Ça veut dire que c'est le peuple de Guinée, dans sa globalité, qui se prononce. Et ça sous-entend que le peuple doit comprendre avant de se prononcer. C'est pourquoi, d'après tout ce que nous avons tiré comme enseignement des processus constitutionnels passés en Guinée, de 1958 à 2020, tout le processus constitutionnel a péché par le fait que le peuple, qui est l'alpha et l'oméga de la loi constitutionnelle, n'a pas été amplement impliqué dans la conception de la pensée, dans l'élaboration de la lettre et comme garantie de la préservation des réformes constitutionnelles. C'est ce déficit qu'on essaye de corriger à travers une démarche innovante qui dépasse carrément la substance de la Constitution, mais la compréhension de chaque mot, de chaque valeur, de chaque principe et de chaque réforme de la Constitution par le peuple, et in fine, pour que le peuple soit le véritable garant du respect de la Constitution. C'est ce travail qui est amorcé à travers cette campagne de vulgarisation, premier du genre dans l'histoire constitutionnelle de la Guinée, parce que c'est un avant-projet. Si je comprends bien, c'est la première fois qu'on entend en Guinée qu'un avant-projet puisse faire l'objet d'une telle vulgarisation avant d'aller au projet de constitution lui-même. Est-ce qu'il y a une différence entre cette vulgarisation et la pré-campagne? Est-ce que c'est déjà une pré-campagne d'acceptation de cet avant-projet qui finira par être projet afin d'aller vers son adoption? Écoutez, une campagne, le mot est galvaudé dans le contexte guinéen, sinon une campagne tout simplement, c'est un programme de communication et de sensibilisation pour obtenir l'adhésion du public sur une question bien définie, une question d'intérêt national. Donc, la campagne doit se faire pendant et avant, pendant et après. Avant, c'est-à-dire la consultation de la population pour recueillir leurs desiderata, leurs points de vue. Qu'est-ce qu'ils pensent de la Guinée de demain? Qu'est-ce qu'ils pensent des institutions qu'on a connues dans le passé et qu'est-ce qu'ils projettent pour les constitutions futures?
quel est leur regard sur leurs droits et devoirs, quel est leur niveau de satisfaction du fonctionnement de l'État. Bref, ça c'est la campagne d'avant. Elle permet aux constituants de comprendre les motivations, les préoccupations et les aspirations du peuple. La campagne pendant, c'est le processus qui permet d'associer les mêmes composants de la société à l'écriture de la Constitution en les demandant de contribuer directement dans la formulation d'idées constitutionnelles ou de pensées constitutionnelles. C'est ça que nous avons appelé le débat d'orientation constitutionnelle, à l'opposé du symposium qui était consultatif. Le débat d'orientation permettait d'associer les experts, les intellectuels, les politiques et la société civile et même les forces de défense et de sécurité en matière de proposition d'idées constitutionnelles. Et la campagne d'après, c'est une fois la Constitution achevée, le produit sera vendu au peuple de Guinée pour une adhésion. Et tout ça est soumis à un test de sérénité, à un test de transparence, mais à une obligation de redevabilité qui doit être constant tout le processus d'élaboration d'une constitution. Parce qu'in fine, le détenteur de la constitution, c'est le peuple. C'est le peuple, oui. Alors, Monsieur le Président, ça veut dire qu'on peut s'attendre à des retouches de la Constitution, parce que, comme son nom l'indique, on parle de projet, de l'avant-projet, de la Constitution. Alors, puisque s'il s'agit de l'avant-projet de la Constitution, il faut aller vers le peuple, il faut écouter le peuple, donc ça sous-entend qu'on s'attend à des amendements, des inputs pour enfin peut-être valider la nouvelle Constitution. Et puisqu'il s'agit du peuple, est-ce que vous pensez que ces missionnaires qui sont déjà à l'intérieur du pays, je veux parler notamment des conseillers nationaux, ça suffit pour toucher le maximum de citoyens? Est-ce que vous avez d'autres mécanismes, d'autres canaux qui vous permettent de toucher d'autant plus de citoyens possible? Parce que là, il s'agit de tous les citoyens. Est-ce que les conseillers nationaux seuls suffisent pour faire le boulot? Deux questions d'une très grande importance. La première, oui, elle peut faire l'objet de retouches. Parce que l'objet, c'est d'expliquer la Constitution dans un langage facile, dans un français simple, traduire la Constitution en langue nationale. 6 langues nationales ont été déjà retenues à cette phase où les communications se feront dans ces 6 langues. Et une fois que le peuple accède à la substance constitutionnelle, il comprend son esprit, il peut interagir avec l'équipe qui est mobilisée à cet effet. Oui, à ce stade, il faut les conseillers nationaux. Pourquoi? Et les cadres de l'administration, c'est ceux qui comprennent mieux la pensée et la lettre pour pouvoir interagir avec les citoyens, prendre leurs desiderata et répondre à leurs questions et à leurs inquiétudes. Si vous envoyez des gens qui ne se sont pas appropriés du texte, ils ne peuvent pas aider le peuple à s'approprier. Donc, c'est l'avant-projet, c'est une mission de consultation, c'est une mission d'échange, c'est une mission pour recueillir les contributions des citoyens pour une meilleure contribution et une meilleure amélioration de la qualité de l'avant-projet de constitution qui doit devenir projet. Donc, bel et bien, il y a possibilité de revoir certaines dispositions, mais en effet, il y a des dispositions naturellement qui sont des constantes en matière constitutionnelle. Intouchables. Presque quasi intouchables. Mais leur formulation, pour que la formulation soit accessible à un grand nombre de populations, il peut y avoir un enseignant de l'école primaire qui peut proposer une formulation importante d'un article de la Constitution sans dénaturer son esprit et sa lettre. Nous cherchons les mots justes, les mots adaptés pour toucher la compréhension de la quasi-totalité des Guinéens, quel que soit leur niveau intellectuel, quel que soit leur statut social. La bonne syntaxe. Oui, peut-être c'est la question, Monsieur le Président, de préparer sont de ce dont je parlais tout à l'heure, au-delà même des conseillers nationaux, d'autres entités. Quand nous prenons par exemple les leaders d'opinion, ou encore les leaders religieux, ou encore les médias, c'est vrai qu'il faut connaître quand même le contenu de l'avant-projet de la Constitution pour pouvoir le vulgariser. On est tout à fait d'accord. Est-ce que vous avez pensé à des séances de formation, de vulgarisation auprès justement de ces entités pour leur permettre de venir en appoint au Conseil national pour pouvoir... Parce que là, il s'agit encore mon inquiétude, est-ce que les conseils nationaux seuls suffisent pour toucher le maximum de citoyens possible? Je réponds à votre question. Si je réponds à toute votre question, le débat pourrait s'arrêter. Parce que je vous déclinerai en 5 minutes l'approche méthodologique. Il sera difficile d'avoir d'autres questions après. C'est pourquoi je vais point par point. Alors, je vais répondre à votre question. La méthode de vulgarisation de l'avant-projet est une méthode qui prend en compte toutes les dimensions, toutes les cibles et tous les outils et stratégies possibles pour accéder
au public guinéen, dont on connaît le niveau, dont on connaît la mentalité, dont on connaît la sociologie. C'est pourquoi je parle de traduction dans toutes les langues. Je parle d'une campagne médiatique qui commence aujourd'hui. C'est pourquoi nous commençons cette vulgarisation par une synergie. Des experts qui ne sont pas aussi des conseillers nationaux, des universitaires, des doyens des facultés, des chefs de département de droit, des constitutionnalistes vont se relayer sur ce plateau pour donner leur point de vue par rapport à la Constitution. C'est du point de vue élitiste. Ensuite, il y a la mobilisation à l'intérieur du pays. Il y a 5 paquets d'activités importantes qui vont se dérouler à l'intérieur du pays. Toutes ces activités sont encadrées par une communication de proximité. Toutes les radios rurales de la Guinée, les radios communautaires, les radios privées mobilisées à l'intérieur du pays sont déjà en contrat avec le CNT pour que leurs animateurs qui ont déjà bénéficié, n'est-ce pas, d'une activité de renforcement des capacités puissent s'approprier du contenu, poser les questions, susciter le débat et faire participer la population en termes de critique de l'avant-projet. Alors quand on finit ce stade, cette communication qui se fait avant, pendant et après, il y a des activités de terrain. La première chose, c'est la réunion de cadrage avec les autorités administratives de la localité. Préfet, gouverneur, délégation spéciale, sous-préfet et les cadres de l'administration. Les agents communautaires. J'en viens aux agents communautaires tout à l'heure. Il y a également les chefs de quartier, j'ai dit, les sous-préfets, etc. Cette réunion va mobiliser dans chaque préfecture une 60aine de personnes qui sont des personnalités touchées par, intéressées par cette campagne qui vont nous faciliter l'organisation de la mobilisation sur le terrain. Après cette activité de cadrage, il y aura une formation des relais communautaires. Nous avons identifié 960 relais communautaires dans tout le pays. Il y a des communicateurs traditionnels qui sont dedans, il y a des agents communautaires, il y a les membres de délégations spéciales, il y a le Conseil national des jeunes de Guinée même qui est actuellement en partenariat avec nous. Il y a les autres acteurs sociopolitiques. Je parle par exemple du syndicat. Hier, on était en formation avec les syndicats. On a formé les syndicalistes sur la compréhension de l'avant-projet et la méthode de vulgarisation. Nous l'avons fait pour les représentants des coordinations régionales. Pour une fois dans l'histoire de notre pays, nous impliquons les présidents des associations de ressortissants des 33 préfectures, des 333 sous-préfectures de la Guinée à une campagne de vulgarisation. Ils ont été formés, briefés et tous les outils les ont été donnés pour faciliter la mobilisation sociale et surtout l'accessibilité de l'information sur le plan national. Donc, je ne parle que de 2 activités. Il y a 3 autres activités qui sont importantes. Chaque préfecture et chaque sous-préfecture bénéficiera de ce qu'on appelle les assemblées consultatives thématiques. Ça veut dire? Les assemblées consultatives, c'est un débat qui va regrouper un échantillonnage suffisamment représentatif de l'ensemble des couches sociopolitiques et professionnelles de la Guinée. À la base, il y a une 60aine de familles d'acteurs qui vont participer aux assemblées consultatives. Les assemblées consultatives vont mobiliser pendant cette phase de vulgarisation 120 000 personnes qui vont venir écouter la présentation de l'avant-projet, poser des questions, apporter leurs contributions directement, sans compter le public qui sera mobilisé par les activités médiatiques, les émissions interactives, les tables rondes dans les radios rurales, radios communautaires, la synergie qu'on est en train d'organiser. On vise au bas mot 80% de la population guinéenne et aussi ceux établis à l'extérieur. Une assemblée consultative mobilise environ 250 à 1000 personnes selon la taille de la région ou de la taille de la préfecture, de la sous-préfecture. Il y a également les assemblées thématiques qui vont regrouper uniquement les religieux, les acteurs sociaux et les politiques. Il y a une assemblée qui va mobiliser les cadres de l'administration déconcentrée et décentralisée, de tous les services possibles, même les proviseurs, les censeurs des lycées, et sont conviés. Après la deuxième assemblée qui est plus technique, qui s'occupe des cadres, la deuxième va s'occuper, n'est-ce pas, des acteurs sociopolitiques les plus pertinents, et la troisième assemblée va s'intéresser au milieu universitaire. Il y aura ce qu'on appelle une conférence consultative universitaire. Partout où il y a les institutions d'enseignement supérieur, les écoles professionnelles, il y aura cette assemblée thématique consacrée aux élèves, aux étudiants du professionnel,
aux étudiants des universités, leurs encadreurs, leurs professeurs, environ 1000 personnes par institution d'enseignement supérieur. Bref, en plus de l'activité communautaire qui va toucher aussi les notabilités, il y aura cette assemblée qui est structurée autour des innovations de l'avant-projet, autour des questions fondamentales de compréhension de l'avant-projet, pour donner la possibilité aux citoyens de réagir, de critiquer, de commenter et d'apporter leurs inputs pour une meilleure qualification du texte. D'accord. Docteur Dansa Kourma, président du CNT, Conseil national de transition. Oui, monsieur Taban, question pour le président du CNT. Justement, monsieur le président, vous avez, et quand même bien avant, il y a eu des immersions à l'intérieur du pays, il y a eu des consultations au niveau du Palais du Peuple. Pour vous, cela n'a pas suffi pour que cette constitution soit bien comprise par les citoyens guinéens? C'est une très bonne question. Si vous vous limitez à une consultation au Palais du Peuple pour dire que le peuple a compris la Constitution, c'est que vous-même, vous n'êtes pas en position d'être honnête avec le peuple. Mais en réalité, le principe de redevabilité, surtout. La transparence avant la redevabilité. Avant d'être redevable, il faut savoir, le peuple doit savoir ce que vous faites. Est-ce que ça correspond à votre mission? Est-ce que ce que vous faites, ça correspond à ses aspirations? Est-ce que vous utilisez le langage, la méthode et les astuces appropriées pour accéder à la compréhension du peuple? Le peuple guinéen est un peuple suffisamment militant, c'est un peuple engagé qui est composé à peu près de 70 à 75% de citoyens qui ne savent ni lire ni écrire en français. Nous avons impliqué aussi les alphabets, ceux qui font la promotion de Nko, ceux qui font la promotion de Koresebeli, de Adlam, qui sont des alphabets harmonisés, qui seront aussi intéressés par cette campagne de vulgarisation. Donc, tout simplement, la consultation de départ était technique, elle intéressait les acteurs qui pouvaient comprendre et contribuer. Mais la contribution qu'on cherche maintenant, c'est le citoyen lambda, sans tenir compte de son niveau de connaissance, sans tenir compte de son niveau d'alphabétisation, sans tenir compte de son statut social, qu'il soit riche ou pauvre, cadre ou citoyen lambda, menuisier ou forgeron, imam ou muezzin, toutes les couches de la population, le langage simplifié les permettra d'accéder à la compréhension de la Constitution. Je voudrais rebondir, Mariam. Oui, allez-y, allez-y. Monsieur le Président, tout ce que vous avez expliqué concerne largement les citoyens sur le territoire guinéen. Quel est le cas de nos Guinéens établis à l'étranger? Quelle est la méthode que vous avez sous la main pour que ceux-ci également puissent contribuer à la réforme de cette loi fondamentale? Merci beaucoup. Les Guinéens de l'étranger sont à 99%, pour ne pas exagérer, connectés sur les réseaux sociaux. Ils utilisent la technologie aujourd'hui pour prendre les nouvelles du pays et accéder et participer au débat national. Nous avons une plateforme qui a été dédiée à cet effet, www.debatcitoyen.com. Cette plateforme existe depuis presque 2 ans. Elle permet de collecter les interactions des Guinéens de l'étranger. Leur contribution nous est envoyée sous forme PDF, sous forme de messages simples qu'on collecte, qu'on traite pour pouvoir les articuler avec la Constitution elle-même. Mais au-delà de ça, une mission qui ira aussi à l'étranger, toutes les ambassades, les représentants du Conseil des Guinéens de l'étranger vont aussi participer à cette campagne de vulgarisation. Nous allons les former pour les permettre eux-mêmes de porter le message auprès de nos concitoyens dont ils ont la charge de représenter. Et je viens de sortir de la France et de l'extérieur d'une tournée à l'international, où j'ai animé au niveau des plateaux de télé pour présenter l'avant-projet, mais aussi j'ai animé des conférences avec les Guinéens de l'étranger de Paris, par exemple, où nous avons eu un débat de presque 7 heures. C'est le débat le plus long que j'ai eu connaissance à Paris, pour mobiliser les Guinéens de la diaspora pendant 7 heures de leur journée. Il faut que le sujet soit intéressant. Donc, une fois encore, les Guinéens de l'intérieur sont aussi impliqués que les Guinéens de l'extérieur. Parce que la Constitution donne des garanties de participation aux Guinéens de l'étranger à la vie de la nation. Oui, Mariam Kamara, Madame Monsieur Diallo. le Président, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie dirigée vers la vulgarisation de cette Constitution. Mon problème, c'est le temps. C'est le temps. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre. On a 52 jours exactement avant la fin de l'année. Est-ce qu'on aura le temps de bien vulgariser cette Constitution, d'insérer les inputs et de passer au référendum? Très bonne question. La stratégie utilisée, madame, permet de sillonner tout le pays en 21 jours. C'est le délai?
Non, en fait, notre approche, 21 jours. Pour vulgariser. Préfecture et sous-préfecture. Ça veut dire quoi? Chaque préfecture a sa mission, qui a été briefée, formée, et des relais communautaires locaux qui vont être formés. Les deux équipes se mettent ensemble pour sillonner sous-préfecture après sous-préfecture, et même les grands districts. Ça fait que, au moment où l'équipe se met en mouvement à Kankan, elle est en train de faire le même mouvement à Zérékoré, le même mouvement à Mali-Yembéren, le même mouvement à Popodara. Pas en France pour le moment. D'accord. En France, c'est la plateforme dédiée, débat citoyen, qui les permet de les faire agir par rapport à la Constitution. Mais il y a une approche spéciale pour là-bas. Conakry aussi n'a pas été traité. D'accord. Pourquoi? Parce que nous allons traiter Conakry spécialement en fonction de sa spécificité. Parce que c'est la capitale? C'est la capitale, mais deuxièmement, c'est la mosaïque. En termes de population, en termes de diversité, il y aura une équipe dans chaque quartier de Conakry. L'approche de Conakry n'est pas par commune, c'est par quartier. D'accord. À la base. Alors, en termes de timing, nous sommes parfaitement dans le temps. Nous avons un avant-projet consolidé que je ne peux pas appeler parfait, parce que le parfait est divin. Mais les remarques qu'on a eues sur cet avant-projet le certifient à 99% pour le moment. Aucun article de l'avant-projet n'a été substantiellement remis en cause. Les gens ont posé des questions de compréhension, ou des avis, ou des suppositions. Mais sur les 205 articles, il n'y a que 2 qui ont fait l'objet de débat pour le moment. La candidature indépendante, la limitation de l'âge. Les 203 articles de la Constitution sont restés immuables, presque immuables en termes de propositions et de contributions. Ça veut dire quoi? Nous renforçons cette logique d'appropriation de la Constitution par une campagne technique qui permet aux citoyens de contribuer directement. Parce que la distance entre le bas peuple et les dirigeants, elle est parfois longue. Nous voulons annuler cette distance et être assis en face des citoyens pour qu'ils aient le courage et la motivation de se prononcer sur des articles. Et leur compréhension là, qu'on juge pas pertinente, le plus par des élites qui sont en déphasage avec la réalité de leur population, c'est cette compréhension qui permet de qualifier le texte. Nous avons des innovations dans la Constitution qui sont issues directement des premières consultations qu'on a tenues. Les citoyens qui nous ont dit, nous, notre problème dans ce pays-là, c'est comment nos enfants vont aller à l'école. Écrivez une constitution qui permette à tous nos enfants d'étudier. Et bien étudier. Et bien étudier. Nous avons éliminé toutes les inégalités possibles entre les riches et les pauvres en termes d'accès à l'éducation. C'est pourquoi l'éducation est gratuite, obligatoire pour tous les enfants jusqu'à 16 ans. Vous êtes obligé d'amener votre enfant à l'école et il doit rester à l'école jusqu'à ce qu'il ait 16 ans. Après 16 ans, s'il veut faire un métier, il est libre. Il aura eu déjà les prérequis qu'il faut pour être un citoyen modèle. L'enseignement supérieur, surtout l'accès aux études post-universitaires, surtout les études doctorales, les masters et autres, c'est seulement les riches qui ont accès aux masters en Guinée. Parce que les masters sont payés. Un enfant qui vient de Taban, dont les parents ont vendu
D'autres sont en train, certainement d'autres sont déjà arrivés. Vous parlez de la stratégie. Est-ce que dans toutes les préfectures, on utilisera la même méthode ou bien vous avez fait une formation qui est liée à des localités? Quand on prend les réalités sociologiques de la Basse-Guinée, elles sont différentes de la Moyenne-Guinée, ainsi de suite. Est-ce que vous avez tenu compte de ça pour que, justement, in fine, que ces populations de l'arrière-pays puissent véritablement comprendre c'est quoi le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution? Est-ce que vous avez tenu compte des langues vernaculaires qui sont parlées dans ces localités? La plus grande spécificité dans cette méthode, dans notre démarche, c'est la gestion de la diversité. La diversité religieuse, la diversité linguistique et la diversité culturelle. Tout est pris en compte dans l'approche. D'abord, ceux qui vont dans les localités connaissent les localités et ils se reconnaissent et les localités se reconnaissent en eux. C'est pourquoi le choix des missionnaires n'a pas été fortuit. Donc le critère de proximité a été pris en compte. Mais au-delà de ça, il y a les relais communautaires qui ont été identifiés. Toute la mission commence par la salutation des notabilités. Expliquer aux notabilités l'objet de la mission, obtenir leur bénédiction. Ça fait partie de la valeur sociétale, des valeurs sociétales les plus utilisées dans notre pays. Ça commence par ça. Et selon la nature de la localité, région, chef-lieu de région, préfecture, sous-préfecture, les méthodes, les outils, les langages sont paramétrés pour plus d'accessibilité. Et la communication se fera, les communications des conseillers nationaux ou des missionnaires seront traduites dans les langues vernaculaires simultanément dans la salle. Il y aura quelqu'un, quand vous dites constitution, en Basse-Guinée, il y a quelqu'un à côté qui dira Wakarabuki, à côté, simultanément. Quand vous dites constitution en Haute-Guinée, il y a quelqu'un qui sera à côté, bien imprégné dans la langue du terroir, qui va expliquer. C'est pourquoi nous avons des séances qui seront co-animées par le missionnaire, qui lui-même parle la langue de la localité. Parmi les 5 personnes qui composent la mission qui est partie de Conakry, il y a au moins 4 qui parlent les langues de la localité. Donc, en plus de l'appui des relais communautaires, nous avons la certitude, la quasi-certitude de toucher presque tous nos concitoyens, quel que soit leur statut social et leur niveau de compréhension. Il y a même la traduction en langage des signes qui est prévue. Monsieur le Président, est-ce que vous attendez, parce que tout à l'heure vous avez dit que sur les 205 articles, il n'y a pas pour le moment un article qui a connu en tout cas des supposées oppositions venant du grand public, pour ceux qui ont déjà un peu eu le contenu de l'avant-projet de la Constitution. Est-ce que c'est peut-être un manque de compréhension ou un désintéressement, ou est-ce qu'il faudra attendre à ce que cette vulgarisation puisse être effective pour s'attendre éventuellement à des oppositions d'articles 100 ou 75, etc. Le débat des oppositions est quasi terminé là. La Constitution est sur la place publique depuis Mathusalem. Il a fait l'objet de débats. D'abord une rencontre publique de présentation de son contenu. Il y a eu ce qu'on appelle le dialogue institutionnel. Vous avez vu à la radio tout à l'heure, même vous les journalistes, on a eu une journée avec vous pour lire les 205 articles devant vous, poser des questions de compréhension. On l'a fait avec le gouvernement, les institutions républicaines, les religieux, les communautés, bref. Je pense que le niveau de débat sur la Constitution est à un niveau très élevé et la compréhension est très élevée de cette compréhension. Parce que si on a consulté le peuple au départ, on a été fidèle à leurs aspirations, ma foi, le débat devient facile. Et je peux vous dire que 90% des aspirations exprimées par le peuple lors des activités de consultation ont été prises en compte. Je prends un exemple. Ils nous ont demandé de mettre des mécanismes pour lutter contre le régionalisme et l'ethnocentrisme dans la nouvelle Constitution. Je peux vous citer au moins 4 à 5 dispositions qui rendent impossible l'utilisation de l'ethnocentrisme comme moyen de gouvernance ou bien comme stratégie de gouvernance. Le Sénat a été pensé pour éviter l'exclusion des régions
dans le développement national. Une commission, la gestion rationnelle des ressources naturelles, qui est un autre défi pour la Guinée, une commission a été initiée uniquement pour veiller à gérer efficacement, rationnellement et durablement les ressources minières. La Commission nationale du développement, qui a des attributions, qui est une commission de haut niveau, qui veille à ce que la richesse nationale soit redistribuée entre les régions et de manière équitable. Pour vous dire tout simplement, quand le constituant sort de son manteau de supériorité, il se met au niveau du peuple, il sera compris inéluctablement par le peuple. Donc, il n'est pas parfait. Mais il y a quand même les deux dispositions que je vous ai citées qui ont fait l'objet de débat. Si les gens n'avaient pas compris la Constitution, ils n'allaient pas débattre à ces deux niveaux-là. Parce que ce sont des réformes sérieuses qui changent le paradigme dans le débat politique national. Permettre à Cheikh Sadi Boundoy de briguer la mairie de Denguiraï sans être obligé à adhérer à un parti politique, ça c'est... Vous supposez que c'est une avancée, cela? C'est la plus grande avancée démocratique possible dans un pays. De votre point de vue? Non, universellement. D'accord. Je cite l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que tous les citoyens ont le droit de participer à la conduite des affaires publiques de leur localité. Je dis bien Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, dire que tout citoyen guinéen a le droit de participer à la gestion de son pays en participant aux élections, est-ce qu'il y a une différence entre ça et la Déclaration universelle des droits de l'homme? Non, il y a une adéquation parfaite. Et la vraie démocratie, M. Condé, comme on le définit souvent, si c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple n'a pas nécessairement besoin d'intermédiaires pour choisir ses dirigeants. C'est la connaissance de la localité, votre légitimité, qui détermine la confiance de votre population. Donc, et nous estimons que la candidature indépendante encadrée par un système rationnel de parrainage permet aux Guinéens de faire confiance à d'autres citoyens guinéens qui ne sont pas ceux qui sont connus par la télé ou ceux qui ont les moyens. Je pense que la meilleure façon de rationaliser le choix des dirigeants, c'est de multiplier les différentes options qui sont à la disposition du peuple pour faire ses choix. Mais quand vous restreignez les choix du peuple, vous aurez des mauvais produits. Monsieur Ndoye, quand vous partez pour acheter des basins au marché, si on vous dit que vous devez partir chez l'Ndoye, c'est probable que vous ne trouvez pas les couleurs et les qualités que vous voudrez. Mais si vous dites que vous devez aller chez les Bas, chez les Condé, tous ceux qui sont disponibles à Madina, ça vous permet de faire un bon choix. La candidature indépendante, exactement, permet de diversifier les options, permet de bonifier le marché politique pour permettre aux citoyens d'acheter la meilleure marchandise. De le rendre moins clivant, moins communautariste, moins communautaire, moins ethnocentrique. D'accord. Je parle de l'ethnocentrisme, c'est le dernier mot que je vais dire là-dessus, si vous permettez. L'apologie de l'ethnocentrisme par les dirigeants devient un acte constitutif de haute trahison dans la nouvelle constitution. Quand un ministre de la République tient des discours discriminant une ethnie, se vantant de son groupe ethnique comme moyen de mobilisation de l'électorat, et il est investi d'un mandat public, il commet la haute trahison. Et la haute trahison, désormais, est élargie aussi à la compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des contrats miniers. Vous avez connu des scandales en Guinée, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, certains sont en prison dans les États-Unis, d'autres sont derrière le barreau, où des blocs du Simandou ont été bazardés par la famille présidentielle, dans une impunité totale. Désormais, quand un chef de l'État, un haut commis de l'État, premier ministre ou ministre, parce qu'il s'agit des attributions de la Cour spéciale de justice de la République, commet des actes qui mettent en cause les intérêts de la Guinée dans l'attribution des contrats miniers, vous commettez la haute trahison. Et la Cour spéciale de justice est compétente pour vous écouter, vous juger. Et si vous êtes coupable, vous êtes déchu de votre fonction. Alors, déchu de votre fonction, oui. La Constitution doit correspondre à nos réalités et tirer les leçons de notre histoire politique récente et ancienne.
D'accord. Question sur la vulgarisation. Justement, en termes de stratégie, par rapport à cette vulgarisation, quels sont les outils qui ont été mis à disposition pour ces conseillers nationaux qui doivent rencontrer ces citoyens à la base, à l'intérieur du pays? D'abord, l'espace audiovisuel. Nous l'occupons maintenant ce matin, à travers cette synergie qui a été facilitée par Luther Guy, que je salue. Et il y a ce qu'on appelle les débats dans les radios rurales. En plus des médias privés, les radios rurales. Toutes les radios rurales, pendant 30 jours, seront en campagne de communication, seront en campagne d'explication, seront en débat entre les citoyens et les conseillers nationaux ou les missionnaires. L'autre stratégie, c'est les affichages publics. Vous regardez derrière vous, vous verrez une très belle affiche qui est en face de moi. Le Sénat, un moyen institutionnel de limitation du pouvoir présidentiel, un outil de contrôle des décisions présidentielles. Articles 66 et 112 de la nouvelle Constitution. Bref, l'affichage des innovations à travers des panneaux géants de 50 mètres carrés dans Conakry et des panneaux à l'intérieur du pays permettront à tous les citoyens guinéens, des passants, parce que les images, les écritures sont habillées par des images qui permettent à ceux qui ne savent pas lire et écrire de savoir ce qui est illustré, mieux cerner le message. Au-delà de ça, c'est la campagne de proximité, le porte-à-porte qui est organisé à l'intérieur du pays, qui permet de toucher directement le public. Il y a aussi une quinzaine d'organisations nationales qui sont en partenariat avec le CNT, qui vont aussi se déployer indépendamment du CNT pour faire la même chose. Le Conseil national des jeunes de Guinée, et les organisations, les 4 plateformes de la société civile qu'on a désignées, les 14 centrales syndicales reconnues en Guinée. Je vais parler des coordinations régionales, les ressortissants des 33 préfectures et des 333 sous-préfectures de la Guinée, etc. C'est un dispositif et aussi une vingtaine d'universitaires de haut niveau qui comprennent les enjeux, n'est-ce pas, des réformes constitutionnelles, qui vont discuter avec les journalistes. Vous allez poser toutes les questions que vous croyez pour la compréhension et la clarification de la lanterne des citoyens. Monsieur Taban, on n'a rien oublié. Communication audiovisuelle, les affichages publics, les spots que vous voyez défiler dans les 6 langues nationales, les affiches, même la traduction dans le langage des signes et surtout le débat direct avec les populations et toutes les couches de la population. Voilà, docteur Dan. Oui, la toute dernière question. C'est la partie débat seulement, surtout qui m'intéresse. Vous venez de dire à la question de Sadibou qu'on n'est plus à l'étape de l'opposition. Donc, concrètement, moi, j'estimais, est-ce que c'est en cadre d'échange où vous donnez et vous recevez les contributions des populations, ou bien c'est seulement pour aller vulgariser ce qui est déjà écrit? Madame, si vous avez compris toute l'explication que j'ai donnée, oui. Votre question n'allait pas être posée, parce que je n'ai pas parlé d'opposition. Non, Sadibou. Non. Parmi les articles voilà. Oui. Il a posé la question, est-ce que, du fait que les citoyens n'ont pas compris, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'opposition? J'ai dit non. Si les articles sont clairs et sont en emphase avec les besoins de la population guinéenne, ça sous-entend qu'il y aura moins de discussions. Maintenant, l'objectif de la vulgarisation, quand j'explique la méthode de la vulgarisation, ça veut dire on veut donner la parole aux citoyens lambda pour critiquer. J'ai utilisé le mot critique presque 10 fois dans nos textes, pour critiquer directement ce qu'ils ont compris dans cette constitution et faire des contributions. Comment? Il y a un outil qui est conçu à ce effet. Il y a une plateforme en ligne que nous avons conçue, que tous les missionnaires auront dans leurs ordinateurs. Au fur et à mesure que les citoyens posent des questions, les questions sont notées, les contributions sont notées, c'est centralisé au niveau de la plateforme pour tirer les éléments factuels, bénéfiques qui peuvent aider à améliorer la compréhension. Une plateforme qui n'a pas si bien fonctionné à un moment donné, monsieur le Président. Et, monsieur Sadibou, parfois vos sites internet ne fonctionnent pas bien. L'Internet... C'est pas ça la réponse à sa question. S'il vous plaît. Oui. J'en viens. Je dis bien, parfois vos sites internet ne fonctionnent pas bien. Exactement, ça bug. C'est pas une façon de banaliser sa question, mais c'est une façon d'illustrer, d'imager sa question pour dire la technologie n'est pas parfaite. C'est pourquoi à côté de la technologie, nous utilisons peut-être
20% de technologie, mais les 80%... Il y a un plan B par rapport à ça. C'est des contacts directs avec les citoyens. D'accord. Voilà, le tout dernier si conseil. Vous permettez, les outils disponibles en version numérique sont disponibles en version papier. Pour éviter toute possibilité de perte, de déperdiction d'informations. Le dernier conseil est à l'endroit de ces conseillers qui sont déployés sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur prodiguez? Quel est le tempérament à utiliser sur le terrain? Parce qu'il y en a, face à certaines questions, face à certaines remarques, ils peuvent s'énerver. Comment tout cela doit être géré? Ils ont été formés, et bien formés, par un outil extrêmement important. On a utilisé l'approche GRAP, qui est l'un des meilleurs outils en matière de gestion des ressources humaines. En matière de communication hiérarchisée. Alors, ils sont bien outillés. Ils savent que la valeur fondamentale que j'ai expliquée, que tous les agents vulgarisateurs doivent prendre en compte, c'est l'humilité. C'est-à-dire, nous ne venons pas pour enseigner les populations. Nous venons en toute obligation de redevabilité et de transparence, les montrer ce qu'on a fait en leur nom et pour eux. Et à leur tour, ils vont regarder, parce qu'ils vont comprendre les mots dans leur langue locale. Le texte sera projeté innovation après innovation, question fondamentale après question fondamentale. Ce sont des communications qui permettent une connexion entre l'agent vulgarisateur et le citoyen. Tous les outils sont conçus pour pousser le citoyen à critiquer, pour pousser le citoyen à interagir et surtout à faire des propositions. Les propositions des citoyens, j'ai déjà garanti ça au niveau des missionnaires, seront traitées avec impartialité et objectivité pour que tous les éléments positifs pouvant contribuer à la clarification, à la compréhension et à la qualification du texte constitutionnel soient prises en compte. C'est ça l'idée même de l'avant-projet. Docteur Dansa Kourma, merci d'être passé sur ce plateau de la synergie destinée à la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Je rappelle que vous êtes le président du CNT, Conseil national de transition. Après donc, docteur Dansa Kourma,